Martin, la grande question, c'est quoi ça, le TDAH? Le TDAH, c'est ce qu'on définit comme un trouble dans lequel on retrouve un ensemble de symptômes, c'est-à-dire qu'on va parler de symptômes d'inattention, on va parler de symptômes d'hyperactivité, puis de symptômes d'impulsivité. Je sais que des fois, les gens peuvent être un peu mélangés avec TDA, TDAH, TDAI, TDHIO, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de termes. Donc, trouble du déficit de l'attention, ça peut venir ensemble. Tu peux avoir de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Peux-tu un peu nous démêler toutes ces affaires-là? Mais en fait, c'est un concept qui est évolutif. Okay. Parce qu'à une certaine époque, on pensait que c'était les symptômes d'hyperactivité qui étaient les principaux symptômes du trouble. Après, on s'est rendu compte que, non, au tournant des années 80, c'est vraiment les symptômes d'inattention qui sont les symptômes principaux du trouble. Maintenant, on se rend compte qu'il y a peut-être des sous-types ou des catégories qu'on devrait examiner davantage. Autrefois, on disait TDAH sous-type inattentif, TDAH sous-type hyperactivité impulsif, TDAH sous-type combiné. Mais quand on suivait les gens dans le temps, les gens changeaient de catégorie à force de grandir. Donc, dans la maturation cérébrale, il y a des symptômes qui deviennent plus apparents que d'autres. On sait, par exemple, qu'à l'âge adulte, les symptômes qui persistent sont surtout les symptômes d'inattention. C'est ceux qui sont à l'avant-plan. Les symptômes d'hyperactivité et impulsivité ont tendance à s'atténuer avec le temps. Et donc, au tournant de l'adolescence du jeune adulte, là, chez certains hommes, peut-être autour de 40 ans, 41. ces symptômes-là devraient s'atténuer et être moins évidents. Cependant, dans ce grand groupe d'enfants jeunes adultes avec TDAH, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont jamais eu de H, qui ont juste l'inattention. Ouais. Et ce sous-groupe-là, bien, de plus en plus, la littérature nous amène à penser que c'est peut-être vraiment un sous-groupe différent. Alors, tantôt, j'expliquais qu'il y a différentes familles de TDAH, puis c'est pas un groupe homogène. Mais ce sous-groupe inattentif pur, bien, ils sont plus anxieux, ils ont plus de troubles d'apprentissage. C'est plus important chez les filles que chez les garçons. Okay. Alors que quand on a le TDAH avec une prédominance d'hyperactivité, plus de garçons, pas très anxieux, là. Okay. Ils n'ont pas tendance à avoir peur de grand-chose. Ils sont plutôt tendance dans la recherche des émotions fortes. Ouais. Alors, ce groupe-là et l'autre groupe, c'est peut-être deux maladies différentes. Et on est en train maintenant, dans la recherche, d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui les distingue, puis comment est-ce qu'on pourrait mieux les identifier au plan clinique. Oui, parce que j'imagine que, j'imagine pas, en fait, c'est beaucoup plus dur d'identifier un TDA qu'un TDAH. Le TDAH est sur le bureau. Le TDA est juste dans l'une. Alors, quand on étudie le TDAH, on essaie de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents qui font en sorte que les gens qui ont un TDAH ont des difficultés d'attention, ont des difficultés à se contrôler, donc sont agités, et ont des difficultés à gérer leurs émotions, sont impulsifs, vont agir sur le coup de certaines émotions. OK, un mécanisme sous-jacent, c'est quoi ça? Les mécanismes sous-jacents, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui essaie de lire, par exemple, un roman, puis qui a de la difficulté à lire. Par exemple, il va dire, moi, je lis un paragraphe, mais ce qui est écrit au début du paragraphe, je l'ai déjà oublié à la fin du paragraphe, parce que soudainement, mon esprit, là, ma concentration est allée vers autre chose. J'ai été distrait, il y a un bruit dans la salle, je me suis mis à penser à une expérience positive que j'ai vécue la semaine dernière. Souvent, excuse-moi de te couper, souvent c'est ça qui arrive. Hein? Moi, par exemple, je lis des fois, puis des fois, quand je commence à lire, je me mets déjà à penser à d'autres choses, puis que je suis déjà plus dans la lecture. Fait que ça, c'est vraiment l'inattention qui... C'est des difficultés de concentration qui relèvent des symptômes d'inattention qui peuvent être associés à un TDAH. Il y a d'autres causes possibles, mais il y a plusieurs des enfants, adolescents, adultes qu'on évalue qui vont être porteurs du diagnostic de TDAH s'il y a des symptômes d'inattention, d'hyperactivité, impulsivité qui gravitent ensemble, c'est-à-dire qui se retrouvent autour des difficultés de concentration. Alors, dans ces mécanismes-là, on essaie d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, c'est quoi les circuits qui sont impliqués. Puis on essaie de comprendre pourquoi est-ce que chez ce patient-là, on a, par exemple, ce circuit X-là qui est affecté par le TDAH. Comment vous faites ça? Bien, ils regardent avec des tests de neuropsychologie, ils vont regarder avec de la neuroimagerie, ils vont aller voir dans le cerveau, est-ce qu'il y a des tâches, on leur fait faire des tâches pendant qu'ils sont dans un scan. Alors, ils doivent, par exemple,
retenir des éléments dans une phrase, ils doivent les répéter, puis là, on regarde c'est quoi les circuits dans le cerveau qui sont illuminés, c'est-à-dire qui sont utilisés par la personne. Et la personne qui a un TDAH versus la personne qui n'a pas de TDAH, on voit des différences. Et là, bien sûr, en recherche, on s'est demandé, mais pourquoi chez cet individu-là, on retrouve ces difficultés d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité? Et la première chose qui ressort et qui frappe quand on fait de la clinique, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est porteur, ou à peu près. Okay. Alors, on voit un enfant de 7 ans qui arrive dans le bureau et soudainement, on se met à observer le papa ou la maman et on se rend compte qu'il y en a un des deux qui a donné les gènes du TDAH. Moi, je ne sais pas c'est qui chez nous, je vous jure, mais en tout cas, je soupçonne ma blonde, en tout cas. Mais c'est vrai, donc, on peut vraiment affirmer que c'est génétique. C'est génétique. Donc, que, automatiquement, quand tu viens au monde, tu es TDAH. Pas automatiquement. Donc, on sait que la génétique, ça explique un bon nombre de situations cliniques, là, j'allais dire un bon nombre de cas. Donc, on est capable de voir qu'un nombre de personnes ont une étiologie ou une cause génétique à leur trouble. Et là, on s'est dit, mais il y en a pour qui on ne retrouve personne dans la famille, parce que ça arrive, ça, des fois en clinique. Et là, on va chercher d'autres causes. Et là, on en a trouvé aussi. Donc, au plan périnatal, par exemple, pendant la période de grossesse, dans la gestation. Est-ce qu'il y a eu l'utilisation d'alcool, tabagisme durant la grossesse? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, exposition à des toxines? Le plomb, par exemple, ça pourrait être associé. Est-ce qu'au moment de l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que l'enfant, le fœtus, a manqué d'oxygène? Donc ça, bien sûr, ça va être associé avec une augmentation du risque du TDAH. Donc, on était capable d'identifier des causes dans l'environnement, mais dans 70 à 80 des cas, on va dire que c'est la génétique qui explique le TDAH. Donc, là, c'est pas la maladie du 21e siècle. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Quand on lit, par exemple, des romans d'enfants, puis qu'on retourne dans l'histoire, on est capable de retrouver des écrits en 1890 où on voit des descriptions là, très claires dans la littérature qu'on est en train de parler d'un enfant avec un TDAH. Là. Donc, ça n'a pas été inventé là, par quelqu'un en 1980. C'est quelque chose qui existait depuis toujours. Peut-être qui était moins apparent. Puis maintenant, dans notre société qui est très exigeante, peut-être que les symptômes ressortent davantage. Mais c'est certain que ça a existé puis ça a traversé probablement plusieurs siècles avant d'arriver à nous. Bien, merci, Colin. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est très cool. Fait que tu vois, il n'y a rien d'inventé là-dedans. Là.